Donc, traitement de la leucémie lymphoïde chronique en rechute. Donc, en fait, on a une multitude de molécules à notre disposition maintenant. Et donc, j'ai trouvé que le choix, même au risque de vous ennuyer un petit peu, c'était plutôt de parler des options qu'on a actuellement, c'est-à-dire de ne pas parler de toutes les associations multiples et variées, de tous les traitements de première ligne. On associe des molécules qui sont explorées dans le cadre de protocoles, mais uniquement des traitements qu'on a à disposition et des choix qu'on va faire en pratique dans la vie de tous les jours, quitte à reparler de molécules que peut-être vous connaissez déjà un petit peu. Voilà. Alors, la première chose, c'est quand faut-il traiter une leucémie lymphoïde chronique en rechute, tout simplement. Donc, en fait, il y a des guidelines qui sont sortis il y a très peu de temps pour le diagnostic, l'indication de traitement. Et il y a peu de choses qui changent, en fait, entre les indications de traitement en première ligne à la rechute. Et donc, juste un petit rappel pour dire que la réapparition d'une maladie dans la leucémie lymphoïde chronique n'est bien sûr pas un critère pour proposer un nouveau traitement, et notamment la réinsertion des lymphocytes chez un patient qui reste asymptomatique. Voilà, donc l'indication du nouveau traitement, tout comme la première ligne, je suppose chez un patient avec une maladie symptomatique, avec la définition de ce qu'on appelle l'active disease, selon les mêmes critères que ceux recommandés en première ligne, critères qui sont ceux-là. Voilà, donc des critères que vous connaissez tous en fait, donc c'est le développement de cytopénie, anémie, thrombopénie, une volumineuse splénomégalie, des ganglions, et ça on ne respecte pas toujours, parce que c'est vrai qu'attendre que des ganglions fassent plus de 10 cm, ça commence à faire beaucoup, mais des ganglions progressifs, ou des adénopathies qui sont symptomatiques, une lymphocytose qui augmente avec une augmentation de plus de 50% sur une période de 2 mois, ou un temps de doublement lymphocytaire de moins de 6 mois, en étant prudent, c'est-à-dire qu'effectivement, si vos lymphocytes sont à moins de 30 000, ça demande souvent un petit temps d'observation supplémentaire. Des complications auto-immunes qui ne sont pas bien contrôlées par une corticothérapie. Et des signes généraux avec fièvre, sueur nocturne importante, quand on s'est assuré évidemment qu'il n'y a pas d'autre cause que ces symptômes généraux et qu'ils sont bien en rapport avec la leucémie lymphoïde chronique, ce qui pose parfois certains problèmes. Et puis des infiltrations extraganglionnaires, mais lorsqu'elles sont symptomatiques. Ensuite, quel bilan va être nécessaire à la rechute ? Alors, en fait, ça, ce sont les recommandations, c'est tout petit, on ne voit pas très bien, de ce qu'il faut faire au diagnostic, ce qui est indispensable dans une leucémie lymphoïde chronique et ce qui l'est moins. Ces critères ne sont pas très différents en cas de rechute. Il y a des choses qui sont très intéressantes quand on regarde ces recommandations qui sont récentes. C'est par exemple, on voit que le scanner n'est pas forcément cliniquement indiqué et que globalement, on n'a pas montré que l'utilisation du scanner dans le bilan ou dans le suivi d'une leucémie lymphoïde chronique changeait quelque chose sur la survie des patients, ni même sur les indications de traitement. Et donc, comme vous le savez, ce qui est vraiment important avant tout traitement, c'est d'avoir une cytogénétique avec notamment les recherches de mutation P53, puisque ça va avoir un impact direct sur le traitement. Et puis après, c'est vrai que ce sont des choses qui sont classiques. Alors pourquoi ? Évidemment, à cause du pronostic de ces patients qu'on connaît depuis longtemps, avec des patients qui ont un très mauvais pronostic lorsqu'ils ont la mutation TP53. Alors un petit mot pour vous dire que délétion 17P et mutation TP53, c'est pas la même chose. C'est-à-dire quand on fait une fiche pour la délétion 17P, on n'identifie pas toutes les mutations de P53 et donc on sait maintenant qu'il y a des patients qui ne sont pas détectés pour les mutations de P53 en faisant juste la fiche, mais que ces patients-là ont exactement en fait le même pronostic que les délétions 17P. Donc quand on a une mutation de TP53 sans 17P, on va aussi mal que les 17P-. Donc intérêt aussi de rechercher ces mutations de P53 en biologie moléculaire. Alors, que proposent les recommandations internationales dans le traitement des rechutes de la leucémie lymphoïde chronique ? Ben, vous voyez, je vais vous relire parce que c'est écrit tout petit, mais c'est pas très, je trouve que ces recommandations sont pas très satisfaisantes. Pourquoi ? Parce que, en fait, la recommandation, ça va être de voir si le patient progresse avant ou après 3 ans, après la première ligne de traitement. Les patients qui sont réfractaires ou qui progressent dans les 3 ans, on va, chez les patients qui sont fit, proposer de l'ibrutinib et une greffe de moelle allogénique. Chez les patients qui sont unfit, on va juste proposer de changer le traitement. Et dans les alternatives de traitement, on a idélalésib, rituximab, vénétoclaste, le lénalidomide
qui n'a pas d'AMM ici. Un traitement par anti-CD20 seul, je vous avouerai qu'en deuxième ligne, c'est pas non plus quelque chose qui est très très enthousiasmant. Voilà. Et chez les patients qui progressent après un délai de 3 ans, on sait que le pronostic est meilleur, on va proposer de reprendre le traitement de première ligne, sachant qu'on a encore un certain nombre de patients qui en première ligne ont reçu une immunochimiothérapie, ça veut dire refaire une immunochimiothérapie. Et en cas de... voilà. Et les alternatives, c'est de changer, bien sûr, pour les possibilités de changer pour une nouvelle chimiothérapie, ou on peut aussi utiliser les inhibiteurs du PCR. Donc, je dirais, moi, des recommandations comme ça, quand on le lit juste sur le tableau, je trouve qu'ils nous aident peu dans les choix de nos traitements. Or, les possibilités sont de plus en plus nombreuses. On a tous les inhibiteurs du PCR, le vénétoclaste et les immunochimiothérapies qui sont utilisées en première ligne. Donc, dans les immunothérapies qu'on utilise actuellement en première ligne et qui ont une AMM, le FCR, le BR, le R-chloraminophène, le GA101 chloraminophène, ofatumumab chloraminophène. Donc, pas mal de choix. Alors, on va parler un petit peu du traitement par immunochimiothérapie de la rechute. Donc, je vais vous faire une petite actualisation sur ce qu'on sait pour toutes ces classes de molécules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle juste de retraitement par chimiothérapie dans une LLC en rechute. On a très peu de données randomisées dans les LLC en rechute ou réfractaires. Les études rétrospectives sont difficiles à interpréter parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans les traitements reçus à la rechute et que les populations ne sont pas toujours comparables. Ce qu'on sait, c'est que dans la plupart des études qu'on peut retrouver, notamment rétrospectives, c'est que des associations de type BR ou RCD en rechute donnent des durées de réponse médianes de l'ordre d'environ 18 mois au moment de la rechute. Et qu'on sait par contre, quelque chose qui est très important, qui explique les recommandations, c'est que l'efficacité des chimiothérapies de rattrapage est directement liée à la durée de réponse au traitement de première ligne. Donc ça, c'est des choses qui ont été écrites depuis très longtemps maintenant, puisque c'était en 2014. Ça concernait des patients traités en première ligne par FCR. Et on voit qu'effectivement, des patients traités par FCR, traités par FCR qui rechutaient en moins de 3 ans après la première ligne de traitement avaient seulement une survie médiane de 13 mois. Des patients qui rechutaient 3 ans après l'instauration du diagnostic avaient une survie médiane de 63 mois, ce qui explique les recommandations internationales qu'on a pour le traitement. Une autre étude qui avait été faite par le groupe français de la LLC qui s'intéressait à ce qui se passait lorsque les patients étaient traités pour une première rechute après FCR. Et on retrouve un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, lorsque les patients ici avaient été traités, avaient une PFS après le premier cycle de FCR, en fait de plus de 36 mois, on avait une très bonne survie globale, contrairement aux patients qui rechutaient plutôt après le FCR. Voilà, et vous voyez que les traitements de rattrapage qui ont été utilisés, c'était du FCR, du BR, du R-CHOP et à l'époque, l'alantuzumab qui n'est plus disponible actuellement. Voilà, donc pas beaucoup de données sur le retraitement par immunochimiothérapie. Un petit rappel sur l'ibrutinib, rappel et actualisation des données. Donc par le biais de 2 études en fait qui sont une étude qui est parue récemment, qui était en fait les premières études qui ont utilisé l'ibrutinib. Donc une étude de phase 2 où il y avait une cohorte de patients rechutés réfractaires, une cohorte de patients naïfs, et puis l'actualisation de l'étude Resonate qui a été présentée en poster. Voilà, la première étude, donc c'était une étude en fait de phase 2 où des patients en rechute étaient traités par, enfin des patients en première ligne et en rechute étaient traités par ibrutinib. Donc on va s'intéresser juste à la cohorte de patients en rechute et réfractaires, donc 100 patients. Et donc en fait c'était des patients dont les caractéristiques sont celles qui sont standards dans les leucémies lymphoïdes chroniques en rechute et réfractaire. Un bon nombre de patients avaient des anomalies cytogénétiques de mauvais pronostic. C'est des patients qui avaient au moins 4 lignes de traitement en médiane, donc des patients déjà bien traités. Et donc en fait, on avait effectivement dans les rechutes ou réfractaires qui sont cette catégorie-là des taux de réponse, des taux de réponse qui étaient aux alentours de 89% avec peu de rémission complète. Et puis une moyenne de durée de réponse qui était tout à fait satisfaisante, c'est les rechutes et réfractaires qui étaient de 57 mois. Une chose importante, donc peu de rémission complète mais qui augmente un petit peu avec le temps, et puis des durées de réponse qui s'améliorent avec le temps, c'est-à-dire qu'on voit encore des patients en fait, qui atteignent des réponses quand le traitement est un peu plus prolongé. Donc pas de précipitation sur l'évaluation de la réponse. Les données de survie qui étaient aussi tout à fait intéressantes, avec chez les patients en rechute ou réfractaire une survie médiane
en médiane non atteinte, et une survie à 50-60%, et une PFS de 51 mois. Donc. Une chose intéressante aussi, c'est la survie en fonction du nombre de lignes antérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on regardait si les patients combien de patients avaient reçu en moyenne de lignes de traitement. Et ce qui est très intéressant chez ces patients traités par ibrutinib en rechute, c'est qu'on voit que la survie sans progression et la survie globale sont moins bonnes quand les patients sont plus les patients de ligne et moins la survie est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a des patients qui sont c'est en première ligne, et ça c'est des patients qui ont reçu 1 à 3 lignes antérieures et les patients qui ont reçu plus de 4 lignes antérieures. Donc en gros, on a une PFS médiane en fait qui est à 63 mois lorsque les patients n'ont reçu que 1 à 3 lignes antérieures versus seulement 39 mois quand les patients ont reçu 4 lignes antérieures. Donc un argument pour dire que c'est probablement pas des molécules, mais ça on sait depuis longtemps qu'il faut réserver à la 4e ou à la 5e ligne. Actualisation de l'étude Resonate sur l'ibrutinib. Donc l'étude qui, je pense, a donné son AMM au produit. Ibrutinib versus ofatumumab, donc avec, on est d'accord, un bras contrôle qui sera forcément, très à l'honneur de l'ibrutinib. Donc des patients atteints de LLC ou de lymphome lymphocytique qui étaient précédemment traités, donc une population de rechute avec une population toujours pareille, rapidement, des patients qui avaient des anomalies cytogénétiques défavorables chez un bon nombre de patients, des patients qui avaient pour 50% une résistance aux analogues des purines et qui avaient reçu des traitements par alkylam, banamucil, la plupart avaient déjà reçu du CD20, donc une population de patients en rechute classique, avec bien entendu une PFS significativement plus longue sous ibrutinib versus ofatumumab, donc avec une PFS médiane à 40 mois en fait pour les patients qui avaient une délétion 17 mai non atteinte pour les autres patients, et donc une PFS qui était un petit peu moins bonne pour une PFS qui était tout à fait correcte, même si elle était un petit peu moins bonne effectivement dans les délétions 17P. Voilà, donc même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'intérêt du nombre de lignes de traitement antérieures, une PFS qui est moins bonne lorsque les patients ont reçu 2 traitements antérieurs versus ceux qui ont reçu 1 ou 2 seulement traitements antérieurs. Les réponses obtenues sous ibrutinib, toujours exactement des données qui sont superposables avec peu de rémission complète ici en vert mais qui augmente un peu avec le temps, et des taux de réponse qui s'améliorent aussi avec le temps. Là on est en fait à 12 mois. Les événements indésirables, mais je pense que maintenant on a tous manié déjà l'ibrutinib, donc on a l'habitude de ça. Les effets indésirables de grade supérieur ou égal à 3, mais comme c'est une molécule qu'on manie, je pense que tout le monde connaît à peu près. Un peu de toxicité hématologique, un peu de toxicité infectieuse, un peu d'hypertension et l'arythmie complète par fibrillation auriculaire maintenant qui est à peu près 7 ou 8% des patients, des quelques complications hémorragiques. Et la chose importante aussi, c'est que ces effets indésirables ne sont pas cumulatifs, mais ont plutôt tendance à diminuer avec le temps. En vert, c'est la première année, et en orange, c'est les gens qui sont restés plus de 3 ans au traitement. Donc on voit que ces effets secondaires diminuent avec le temps d'exposition aux médicaments. Voilà. Très rapidement, en fait, les données sur l'idélalysib, donc on en avait déjà parlé lorsqu'on a fait la réunion sur les référentiels LLC. Donc l'étude qui a permis d'avoir l'AMM de l'idélalysib en association au rituximab. Donc une étude de phase 2 qui randomisait rituximab placebo versus rituximab idélalysib. C'est l'inverse. Voilà, alors toujours pareil, en fait, les caractéristiques des patients, je les ai remis, mais c'est trop petit, on voit absolument rien. Une médiane de PFS qui est non atteinte dans le bras idélalysib rituximab versus 5 mois dans le bras rituximab seul, bon, logique aussi, et avec une survie globale qui est tout à fait correcte. Donc des taux de réponse qui sont aux alentours de 80%, donc des choses qui sont aussi très intéressantes compte tenu d'une population qui est également une population lourdement pré-traitée. Voilà, donc les analyses en sous-groupe, que vous dire sur les analyses en sous-groupe, ça on va peut-être passer parce qu'on va prendre un petit peu trop de temps. On va passer. Voilà, un petit mot après ensuite sur le vénétoclaste, donc le dernier arrivé, inhibiteur de BCL2, donc pareil, une petite actualisation sur les données du vénétoclaste. Donc la première étude qui a permis l'AMM, c'était une étude
qui a été faite dans les patients qui avaient une leucémie lymphoïde chronique avec des lésions 17P, une étude de phase 2, de la même façon, des patients qui avaient reçu, qui étaient pour certains réfractaires à la fludarabine, pour certains avaient reçu déjà un inhibiteur du BCR, des patients de la même façon, donc forcément avec... alors c'est une chose que j'ai jamais compris, en fait, c'était normalement un critère d'inclusion, les mutations de P53, et on retrouve que 71% des patients qui ont une TP53. Je n'ai pas retrouvé dans l'article l'explication à ça. Des réponses qui sont très rapides, puisque un mois de délai à la première réponse, et par contre des temps un petit peu plus longs pour... on peut obtenir des réponses qui s'améliorent aux alentours de entre 60 et 80% en fonction qu'on s'adresse à là tous les patients et les patients qui n'ont pas été traités, mais très peu, les patients qui avaient déjà eu un inhibiteur du BCR, donc des taux de réponse globaux qui sont très intéressants dans cette population très lourdement pré-traitée. Et même de la même chose, des PFS, des médianes de PFS qui sont à 27 mois, qui sont aussi des choses qui sont très intéressantes chez les patients. Il y avait patients 17P, c'est vrai qu'après inhibiteur du BCR notamment, même sont des très bons taux de PFS et de survie globale. Une petite chose intéressante, c'est que le vénétoclaste donne probablement un peu plus de réponses complètes que les inhibiteurs du BCR. Et donc il y a des données intéressantes sur la MRD sous vénétoclaste, puisqu'on retrouve un certain nombre de patients qui se mettent en MRD négative, ça c'est au niveau du sang, c'est au niveau de la moelle, et les données chez les patients qui ont une MRD négative, alors c'est pas tout, je vous l'accorde, mais ont vraiment des PFS qui sont assez impressionnantes. La toxicité du traitement par vénétoclaste, de la même façon, vous la connaissez, on avait été très inquiet par rapport au syndrome de Lise. Il y a eu effectivement des syndromes de Lise biologiques qui ont été observés chez les patients, mais très peu de syndromes de Lise cliniques. Et la toxicité, elle est surtout hématologique, avec des neutropénies, des anémies, des thrombocytopénies, et un peu de toxicité digestive, en fait. Mais une toxicité qui a l'air visiblement, avec l'habitude, tolérable, avec des escalades de doses. Voilà. Alors ça c'était l'étude qui était faite chez les patients 17P-. Maintenant c'est une étude qui a été faite chez des patients, le vénétoclaste, un petit peu dans la vraie vie comme on va l'utiliser, les vénétoclastes utilisés chez les patients qui progressent après ibrutinib. Donc c'était une phase 2 qui a été publiée dans le Lancet Oncology en 2017. Les raisons pour lesquelles les patients traités par ibrutinib avaient arrêté leur traitement étaient en majorité des patients qui étaient progressifs ou des patients qui avaient une intolérance au traitement. Et il faut savoir que parmi ces patients-là, c'était quand même des patients dont 68% étaient réfractaires à la traitement de dernière ligne par ibrutinib. Chez ces patients-là, en fait, on a des taux de réponse qui sont de l'ordre de 70%, donc des taux de réponse qui sont de la même façon très satisfaisants chez des patients très pré-traités, avec des PFS médianes qui sont aux alentours de 2 ans, des survies globales qui sont non atteintes à ce jour, et des médianes de durée de réponse qui sont tout à fait correctes, avec une médiane des durées de réponse qui ne sont pas encore atteintes chez les patients répondeurs. Alors, c'est la même. Hein. Je me disais quand même, je ne comprends pas, parce que celle-là, il me semble que j'en ai déjà parlé, je suis passée en arrière. La toxicité de ce traitement-là, en fait, donc du vénétoclaste après un traitement par inhibiteur de BCR, est celle qui est attendue en fait avec le vénétoclaste, avec comme seule toxicité vraiment de grade 3-4 significative ici les neutropénies et les thrombopénies. Donc peu de toxicité, en dehors de la toxicité hématologique, parce que même la toxicité digestive, on voit ici un petit 7% de grade 3, mais il y a peu de choses en grade 3 et en grade 4. Voilà, et de la même façon, il y a eu 2 syndromes de Lise biologiques, mais sans syndrome de Lise clinique. Voilà. Ensuite, une avant-dernière étude, je pense, qui est une étude de phase 2 chez des patients qui avaient eu plus qu'un inhibiteur de BCR avant, donc des patients qui avaient déjà eu 2 lignes de traitement par inhibiteur du BCR. Donc pour certains, ibrutinib idélalisi, pour d'autres, ibrutinib acalabrutinib, puisque visiblement c'était une étude où certaines personnes avaient la chance de pouvoir avaient pu avoir la chance d'avoir cette nouvelle molécule. Et donc en fait, c'était de voir ce qui se passait chez ces patients qui avaient déjà reçu au moins 2 inhibiteurs du PCR. Donc c'est des patients qui en moyenne avaient reçu plus de 6 lignes de traitement, donc soit ibru, soit idéla, soit acalabrutinib.
Et chez cette patient-là, on a fait en fait des taux de réponse qui étaient différents en fonction du nombre de lignes d'inhibiteurs du BCR reçus auparavant. Pour les patients qui avaient reçu un inhibiteur du BCR, 75% de réponse, et pour les patients qui avaient reçu plus d'un inhibiteur, plus d'une ligne, en fait, seulement 43% de taux de réponse globale, avec en fait des PFS qui étaient différentes chez les patients qui, en fonction du nombre de lignes reçues par inhibiteur du BCR, avec une PFS qui était seulement à 16 mois chez les patients qui avaient reçu plus d'un inhibiteur du BCR avant la mise sous vénitoclaste versus non atteinte chez les autres patients. Voilà. Et donc ça, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, alors évidemment ça a tous les inconvénients d'une étude qui est rétrospective, donc c'est un mélange de tout, mais bon, c'était une reprise de 683 patients. L'idée c'était de savoir comment optimiser la séquence de traitement. Quand est-ce qu'on commence par l'Ibru, est-ce qu'on commence par de l'idélalysib, quand est-ce qu'on switch, à quel moment est-ce qu'il faut mettre le vénitoclaste juste après l'Ibru, voilà. Et donc c'était une analyse rétrospective de 683 patients. Donc ils ont repris les patients qui étaient inclus dans les essais, qui avaient été traités hors essai, et ils ont regardé ce qui se passait dans tous les cas de figure. Les patients qui avaient été traités par Ibru, puis vénitoclaste, ou Idela, etc. Et donc ils ont pris aussi des patients qui n'étaient pas en fait dans des essais cliniques, pour avoir aussi quelque chose qui s'estimait être de la vraie vie. Voilà, donc voilà ce qui se passe sur les switches. Bon, toujours pareil, hein, c'est pas du tout prospectif, hein, c'est vraiment une étude rétrospective de plusieurs centres, mais on a le taux de réponse ici en fonction du switch qui a été fait. Donc quand on passe de l'ibrutinib à l'Idela, 46% de taux de réponse. Quand on passe de l'Idela à l'Ibru, on monte à peu près 75% de taux de réponse. Et là, on est à peu près à pareil, 75% de taux de réponse quand on passe d'un inhibiteur du BCR au vénitoclaste. Voilà, donc en gros, des taux de réponse qui semblent être supérieurs lorsqu'on switch de l'Ibru vers le vénitoclaste ou de l'idélalysib vers l'ibrutinib que quand on passe de l'ibrutinib à l'idélalysib. Alors là, il y avait aussi des comparaisons qui étaient faites avec la chimiothérapie, c'est ça qui était intéressant. Voilà, donc ça c'est la PFS. Qui, après arrêt en fait, des inhibiteurs de tyrosine kinase, après échec, en fonction du traitement alternatif qu'on choisit. Voilà. Et donc si après un inhibiteur du BCR, vous proposez à votre patient un traitement par vénitoclaste, ça c'est le PFS des patients qui est dans cette situation-là. Ça c'est celle que vous avez lorsque vous switchez ibrutinib versus idélalysib, et ça c'est celle que vous avez lorsque vous choisissez une immunochimiothérapie ou un traitement par anticorps monoclonal seul. Ça, c'est pour vous dire qu'on va mieux quand on a sur un traitement, on va mieux quand on switch à cause d'une intolérance qu'en raison d'une progression de la maladie, ce qui paraît logique. Ça, c'est des patients qui ont switché, qui sont passés d'un inhibiteur de tyrosine, d'un inhibiteur du BCR à un autre traitement en raison d'une intolérance. Et ça, c'est ceux qui ont switché en fonction d'une progression de la maladie. Ça paraît logique. Et ça, c'est des patients. Ça, ce sont les patients qui sont en échappement à l'ibrutinib, avec des PFS, des patients qui ont été switchés sur le vénitoclaste et qui ont été switchés sur l'idélalysib. Voilà. Donc c'est vrai que les conclusions qui sont encore une fois celles d'une étude rétrospective, c'est que les patients en échec d'Ibru semblent avoir des meilleurs PFS lorsqu'ils sont traités par du vénitoclaste que quand on les switch sur de l'idélalysib. Et bien entendu, je ne vous parle même pas des comparaisons avec les immunochimiothérapies. Voilà, donc ça c'est les conclusions de cette étude-là. Donc, quels critères à la rechute pour le choix d'un nouveau traitement? On va tenir compte de quoi? On va tenir de l'âge et de l'état général du patient, de ses comorbidités qui peuvent influencer sur le choix d'un inhibiteur du BCR ou pas, la mutation TP53, les traitements reçus en première ligne, la durée de réponse à la ligne précédente et puis des objectifs. Effectivement, si on parle beaucoup de la MRD dans la leucémie lymphoïde chronique, si l'objectif c'est un patient jeune et fit, ça va être de donner un traitement pour éradiquer la MRD, ce sera peut-être pas la même chose chez un patient qui est très âgé, où on va peut-être faire même le choix d'un traitement moins efficace, mais pour limiter le risque d'effets secondaires. En résumé, donc les inhibiteurs du BCR et les inhibiteurs de BCL2 prennent une place prédominante dans le traitement des rechutes de leucémie lymphoïde chronique. Le problème, c'est le coût de ces molécules et la durée d'utilisation. Les coûts de ces molécules, il y a des estimations qui font que si vous traitez un patient par ces molécules pendant 2 ans, ça
ça coûte à peu près aussi cher qu'une allogreffe. La durée d'utilisation, c'est-à-dire que pour l'instant, quand on les commence, c'est une durée effectivement qui n'est pas limitée dans le temps. Je pense qu'on va bientôt avoir des études qui vont peut-être permettre de savoir quelle est la durée optimale d'utilisation de ces molécules et si on peut se permettre de les arrêter chez un patient qui est en bonne réponse. Effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a une place de plus en plus réduite de la reprise d'une immunochimiothérapie, sauf peut-être, je pense que ponctuellement, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Un patient qui a été traité par FCR en première ligne et qui est très long répondeur à une immunochimiothérapie de première ligne, ça peut paraître logique de leur proposer ce type de traitement. Je mets même 3 ans, je ne sais pas si la limite de 3 ans, c'est celle qui est sortie des études, mais je ne sais pas si nous, en pratique, on fait ça. Si au bout de 3 ans de FCR, on va proposer du FCR à nouveau ou plutôt un inhibiteur du BCR. Le choix en première rechute, ibrutinib ou R-idelalisib. Comment on va choisir l'inhibiteur du BCR? En fonction des comorbidités du patient. On sait que c'est vrai qu'on peut être gêné pour l'ibrutinib si c'est un patient qui est déjà sous anti-agrégant plaquettaire qui ne peut pas l'arrêter. Donc le choix va se faire en fonction effectivement de ça. Il paraît relativement clair, je pense, qu'en cas d'échec d'un inhibiteur du PCR, alors ça paraît très logique de passer assez rapidement au vénétoclaste, voilà, sauf éventuellement si on regarde un petit peu l'étude rétrospective qui a été faite, si vous êtes on va y arriver, sous R-idelalisib, peut-être passer d'abord par l'ibru, mais globalement ça paraît logique d'aller assez rapidement au vénétoclaste en cas d'échec, d'échappement ou d'intolérance aux inhibiteurs du BCR. La place de l'allogreffe, elle a changé un petit peu. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, des patients jeunes qui avaient une mutation TP53, on disait qu'il fallait les mettre en réponse et les allogreffer quasiment en première ligne. La seule indication qui semble encore faire à peu près consensus, c'est chez un patient jeune, fit, en rechute et qui avait une mutation P53 au départ, parce que là on sait que même sous l'inhibiteur du BCR, la survie sans progression elle est de 15 à 30 mois, ce qui peut paraître assez peu. Pas d'indication en première ligne parce que par contre avec l'inhibiteur du BCR sur une délétion P53 en première ligne on a quand même des survies sans progression qui sont extrêmement longues, et puis ça se discute au cas par cas chez un patient qui n'a pas de mutation P53 qui est en rechute précoce par rapport à par exemple à une immunochimiothérapie de première ligne. Est-ce qu'il faut le faire après ou avant les inhibiteurs du BCR? De plus en plus on le fait après. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous avez un patient qui rechute par contre par exemple dans les 2 mois après un traitement par FCR et que vous mettez sous ibrutinib, c'est très bien s'il y répond, mais si vous attendez qu'il échappe à l'inhibiteur du BCR pour le traiter, très bien s'il répond au vénétoclaste, mais si jamais il ne répond pas, et comme les rechutes après inhibiteur de BCR sont un peu explosives, ça peut être compliqué effectivement de lui proposer l'allogreffe un peu plus tard. Donc ça c'est des choses qui se discutent au cas par cas, et les greffeurs disent que peut-être il y a d'intérêt à regarder d'autres facteurs pronostiques. Est-ce qu'il a une cytogénétique complète? Il y a les anomalies moléculaires maintenant qu'on sait être de mauvais pronostics, comme les anomalies de Birk, mais qu'on ne fait pas encore en routine. Et puis peut-être la nécessité d'avoir des facteurs prédictifs de réponse aux IBCR pour savoir si on ne prend pas de risque en rajoutant une ligne avant de proposer une allogreffe. Voilà.